Depuis des années, cette terre d'eau et de pierre semble abriter des choses que les hommes ne comprennent pas. Dans une zone reculée de l'Aveyron, au cœur du Causse, existe un lieu que les habitants évitent encore aujourd'hui, surtout à la tombée de la nuit. Ce lieu porte un nom que personne ne donne à la légère, le Puy du Diable. Il s'agit d'un ancien puits de pierre sèche, situé à flanc de colline entre deux hameaux oubliés du plateau. Il n'est pas balisé, aucune pancarte ne l'indique, et on n'en trouve pas mention sur les cartes touristiques. Mais ceux qui vivent dans la région savent où il se trouve. Et surtout, ce qu'il vaut mieux ne pas y faire. Selon les anciens, ce puits n'aurait jamais eu d'eau. Creusé au XIXe siècle, il aurait d'abord servi de citerne, avant d'être abandonné. Rapidement, les habitants commencèrent à parler de disparition d'animaux. Des chiens de berger, des chèvres, parfois même de jeunes veaux, s'approchaient de la zone et ne revenaient jamais. À chaque fois, seule une corde rompue ou une cloche détachée était retrouvée près du puits, mais jamais les corps. Ce qui attira davantage l'attention, ce fut le cas survenu en 2004. Deux randonneurs toulousains, venus passer le week-end dans la région, suivirent un sentier mal indiqué et tombèrent par hasard sur le fameux puits. L'un d'eux décida d'y jeter une pierre, par curiosité. Le son mit longtemps à se répercuter. Trop longtemps. Plusieurs secondes passèrent avant qu'un bruit étouffé, presque aquatique, ne parvienne à leurs oreilles. Mais surtout, au moment même où la pierre atteignit le fond, le téléphone portable de l'un des randonneurs se mit à vibrer sans raison, bien qu'aucun réseau ne soit disponible dans cette zone. Ce détail aurait pu être ignoré, mais ce qui suivit fut plus troublant encore. Sur le chemin du retour, les deux amis déclarèrent avoir ressenti une lourdeur, une sensation d'être tirés en arrière, comme si quelque chose s'accrochait à leur esprit. Arrivés au gîte, ils découvrirent que leur montre affichait un décalage de 40 minutes, alors qu'ils étaient partis pour une balade d'1 heure seulement. Un mois plus tard, un naturaliste venu enquêter sur les espèces de chauves-souris dans la région s'installa près du puits à la tombée de la nuit avec des capteurs sonores. Il enregistra des sons basses fréquences semblables à des battements de cœur ou des respirations rythmées, émanant de l'intérieur du puits. Lorsqu'il fit écouter ces enregistrements à un bioacousticien de Montpellier, celui-ci déclara n'avoir jamais entendu une signature sonore comparable dans la nature. Les habitants, eux, sont plus directs. Ils disent que le puits attire, qu'il exerce une fascination malsaine. Un fermier ayant vécu à proximité raconta que ses vaches refusaient de s'approcher de la zone. Il perdit 3 bêtes en 2 ans, toutes disparues sans trace, alors que les clôtures n'étaient jamais abîmées. Il finit par déplacer tout son troupeau sur un autre terrain. Certaines veillées d'anciens évoquent encore la légende fondatrice du puits, un homme du village, pris d'une folie soudaine, y aurait jeté son propre frère au début du XXe siècle. Il fut arrêté plus tard, errant nu dans les bois, hurlant que quelque chose en bas l'appelait toutes les nuits. Aujourd'hui, le puits est recouvert d'une grille rouillée, fixée par des chaînes. Des herbes sauvages l'envahissent. Les rares promeneurs qui s'y rendent encore disent qu'il n'y a pas de vent autour du puits. Que l'air y est figé, étouffant, même en plein mois d'août. Certains prétendent qu'à certaines heures, si l'on tend l'oreille près de l'ouverture, on entend quelque chose respirer. Et que ce n'est ni un courant d'air, ni un écho. Mais autre chose. Quelque chose de vivant. Ou qui ne l'est plus, mais continue d'attendre. Le 16 octobre 1984, à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges, le corps sans vie du petit Grégory Villemain, âgé de 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière qui coule non loin de la maison familiale. Ce drame tragique choque la France entière et marque le début d'une des affaires judiciaires les plus médiatisées, les plus complexes et les plus mystérieuses du pays. Mais au-delà de l'enquête policière, des rivalités familiales, des accusations et des rebondissements judiciaires, un PA indiscret de l'affaire fut longtemps gardé dans l'ombre, l'intervention du paranormal, sollicité à plusieurs reprises par désespoir ou par conviction intime que le crime dépassait la simple logique humaine. Dans les jours suivant le meurtre, plusieurs voyants, médiums et radiesthésistes contactèrent spontanément la gendarmerie ou la presse locale. La plupart furent écartés.
Mais certains furent reçus discrètement par les enquêteurs ou les parents du petit garçon, notamment Christine Villemain, la mère, qui, dévastée, tenta de comprendre ce qui avait pu arriver à son fils. Un des médiums les plus médiatisés fut Maude Christen, qui affirma à l'époque ressentir la présence de l'enfant, des visions de cordes, d'eau, de bois, et d'un homme qui ne voulait pas tuer mais punir. D'autres clairvoyants parlèrent d'un cercle familial fermé, de rancune ancienne, de jalousie enracinée depuis l'enfance entre plusieurs membres d'une même lignée. Certains donnèrent des prénoms, des lettres, des lieux. L'un d'eux indiqua précisément, avant sa découverte, un endroit très proche de la Vologne où le corps serait retrouvé. La gendarmerie, bien que tenue à une rigueur méthodique, conserva certains rapports médiumniques dans une annexe confidentielle du dossier. Un colonel avoua plus tard, en privé, qu'ils avaient tout essayé, y compris ceux qui prétendent entendre ce que les vivants ne peuvent pas entendre. Mais les éléments les plus troublants vinrent d'un détail souvent mentionné dans les séances spirites ou les rêves des proches, le corbeau, cet inconnu qui harcelait la famille Villemain depuis des années par lettres anonymes et appels téléphoniques. Plusieurs personnes rapportèrent avoir ressenti une voix ou une ombre derrière cette entité, comme si le corbeau n'était pas qu'un simple humain, mais un instrument de quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Christine Villemain aurait raconté à une amie très proche avoir vu, à 2 reprises, la silhouette de son fils près de son lit, immobile, les bras ouverts, sans visage, comme une présence figée dans l'entre-deux. Un rêve? Une hallucination due au chagrin? Elle n'en parla jamais publiquement, mais ceux qui l'ont su affirment que cette vision la hanta longtemps. Dans les années qui suivirent, un médium parisien fut engagé par un journaliste pour tenter une relecture psychique de l'affaire. Il décrivit, sans connaître le dossier, un lieu isolé, un garage, une corde, une tension familiale qui dépasse l'entendement. Il parla de voix étouffées, de regards croisés au-dessus d'une table, et d'un mot écrit à la main avec une rage froide. Aucun de ces éléments ne fit avancer l'enquête, mais ils furent notés pour leur précision troublante. L'affaire Grégory ne fut jamais élucidée. Les pistes rationnelles ont été explorées jusqu'à l'obsession. Mais pour certains, le crime porte la trace d'un mystère plus profond, un drame où la douleur, la haine et le silence tissent une toile si serrée qu'aucune lumière ne peut plus la traverser. En plein cœur du Marais, l'un des quartiers les plus anciens de Paris, la rue des Archives serpente entre hôtels particuliers, galeries et boutiques. C'est dans l'un de ces immeubles historiques, au numéro 71, que plusieurs événements troublants furent signalés en 1989, donnant naissance à une rumeur persistante, celle d'un fantôme féminin errant dans les couloirs. L'immeuble en question était un bel édifice du XVIIe siècle, restauré dans les années 70, divisé en appartements occupés majoritairement par des cadres et des artistes. L'un d'eux, un antiquaire installé au rez-de-chaussée, fut le premier à faire état de phénomènes étranges. Il déclara avoir entendu, à plusieurs reprises, des pleurs étouffées provenant des étages supérieurs alors que le bâtiment était désert la nuit. Il pensait à un voisin ou à un sans-abri s'étant introduit. Mais à chaque fois qu'il montait inspecter les lieux, il ne trouvait personne. Peu après, une résidente du 3e étage, une jeune avocate, raconta à son tour avoir été réveillée par des bruits de pas dans le couloir, accompagnés d'un léger froissement de tissu, comme une robe traînant sur le parquet. En ouvrant la porte de son appartement, elle aperçut brièvement une silhouette féminine en robe longue, aux traits flous, qui s'évanouit devant ses yeux sans le moindre bruit. Le syndic de l'immeuble fut saisi de ces témoignages, et des vérifications furent menées. Aucun intrus, aucune anomalie structurelle. Rien ne pouvait justifier les bruits, les apparitions ou les sensations de froid intense que plusieurs habitants affirmèrent avoir ressenties dans la cage d'escalier. L'affaire prit une nouvelle ampleur lorsqu'une historienne de l'art, récemment installée dans un petit appartement du 2e étage, rapporta avoir vu plusieurs fois, en pleine nuit, une femme assise dans un coin de sa chambre. L'apparition, immobile, regardait le mur, le visage dissimulé par ses cheveux noirs. À chaque fois que la lumière était allumée, la figure disparaissait sans laisser de traces. L'historienne consigna tous ces événements dans un journal, qu'elle fit lire à un journaliste spécialisé dans le paranormal. Ce dernier mena une enquête de fond et découvrit que l'immeuble avait été, durant la Révolution française, le siège d'un tribunal de quartier.
Des exécutions avaient eu lieu dans sa cour intérieure, et plusieurs femmes accusées de trahison ou de sorcellerie y furent jugées sans procès équitable. L'une d'elles, selon les archives retrouvées à la Bibliothèque historique de Paris, aurait été exécutée dans la cave même de l'édifice, murée vivante après avoir refusé d'avouer ses crimes. Le lien avec les pleurs, la silhouette en robe ancienne et le comportement figé de la présence semblaient troublants. En 1990, un prêtre fut discrètement invité par une locataire à bénir les lieux. Il déclara ressentir une oppression froide dans l'escalier et dans la cave. Il procéda à une prière de purification, mais les phénomènes continuèrent sporadiquement. Certains locataires partirent, d'autres décidèrent d'ignorer les événements. Avec les années, les témoignages se firent plus rares, mais une forme de respect silencieux s'installa autour du lieu. C'est au cœur des Pyrénées-Atlantiques, dans la petite ville tranquille d'Oloron-Sainte-Marie, qu'un phénomène étrange et spectaculaire se produisit un jour d'automne en 1977. Bien que ce type d'événement soit souvent limité à quelques témoins, celui-ci fut observé par des dizaines de personnes, ce qui en fit l'un des cas les plus marquants de cette décennie. Le matin du 25 octobre, vers 11h30, alors que les rues étaient animées par l'activité habituelle d'une ville de province, un phénomène céleste inattendu attira l'attention de plusieurs passants. Le ciel, jusque-là dégagé, fut soudain traversé par une série d'objets lumineux. Les témoins, parmi lesquels se trouvaient des enseignants, des ouvriers, des commerçants et des enfants sortant de l'école, décrivirent une scène hors du commun. Au-dessus de la ville, un énorme objet en forme de cigare semblait flotter, immobile ou presque. Il était accompagné d'une multitude de petits engins sphériques qui virevoltaient autour de lui comme des abeilles autour d'une ruche. Tous les objets avaient une brillance métallique ou blanche, certains renvoyant les rayons du soleil, d'autres semblant les absorber. Ce ballet silencieux dura plusieurs minutes. Mais ce ne fut pas seulement la vision des objets qui marqua les témoins. Ce fut aussi ce qui tomba du ciel. À un moment donné, les objets commencèrent à libérer une matière étrange, fine, blanche et cotonneuse, qui se mit à descendre lentement sur la ville. Les habitants pensèrent d'abord à une sorte de neige ou de pollen. En réalité, il s'agissait de longs filaments, collants, très légers, qui se désagrégeaient entre les doigts ou se volatilisant au contact de la chaleur. Ces « cheveux d'ange », comme les surnommèrent plus tard les ufologues, s'accrochèrent aux fils électriques, aux toits, aux arbres et aux vêtements des passants. Des enfants tentèrent d'en ramasser, mais la substance se dissolvait rapidement. Un professeur de sciences, présent sur les lieux, réussit à en enfermer un échantillon dans un flacon, mais celui-ci s'évapora en quelques heures sans laisser de traces. Cette matière mystérieuse n'avait rien à voir avec de la toile d'araignée ou du coton végétal. Elle semblait artificielle, mais indéfinissable. Les autorités furent rapidement alertées. La gendarmerie prit des témoignages et tenta d'expliquer le phénomène. Des hypothèses furent avancées, comme celle d'une activité militaire, ou même d'une illusion collective causée par la lumière du soleil sur des traînées de condensation. Mais aucune de ces théories ne résistait à l'examen attentif des faits. Ni l'aviation militaire, ni les services météorologiques n'avaient enregistré de vols ou de phénomènes atmosphériques anormaux ce jour-là. Le journal local publia des dessins réalisés par les témoins, tous semblables, montrant l'objet principal en forme de cigare et les sphères gravitant autour. Les descriptions étaient trop cohérentes pour être un simple délire collectif. Avec le temps, l'affaire d'Oloron-Sainte-Marie attira l'attention de chercheurs en ufologie, qui la classèrent parmi les apparitions les plus intrigantes en France. Le phénomène des cheveux d'ange avait déjà été signalé dans d'autres cas d'observation d'ovnis à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Italie, mais rarement avec autant de témoins. Le 1er juillet 1965, dans les premières lueurs du jour, Maurice Mas, un cultivateur de lavande respecté du petit village de Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, se leva comme à son habitude pour commencer sa journée de travail. Il était environ 6 heures du matin. Le ciel était clair, la chaleur typique du sud encore timide, et la brume légère flottait au-dessus des champs de lavande en fleurs, baignant le paysage dans une atmosphère presque irréelle. Maurice, alors âgé d'une quarantaine d'années,
prenait toujours soin de ses terres avec minutie. Ce matin-là, il marchait tranquillement vers un champ situé à une centaine de mètres de sa maison lorsqu'il remarqua, entre deux rangées de lavandes, une masse insolite. Intrigué, il ralentit le pas. Au premier regard, il crut à une voiture renversée ou à un hélicoptère accidenté. La forme était ovale, d'environ 2 mètres de long, posée sur 4 pieds, silencieuse. Aucun bruit de moteur, aucun mouvement de branche, rien d'habituel. En s'approchant, il distingua 2 formes humanoïdes près de l'objet. Petits, pas plus d'1 mètre de haut, leur tête était large, presque disproportionnée par rapport à leur corps. Ils portaient des combinaisons ajustées, gris argenté, et semblaient manipuler quelque chose à la base de l'engin. L'un d'eux tournait le dos à Maurice, tandis que l'autre, alerté par sa présence, se retourna brusquement. En une fraction de seconde, il pointa un petit objet en direction de l'agriculteur. Maurice ressentit immédiatement un engourdissement dans tout son corps. Il ne pouvait plus faire un pas, ni parler, ni même détourner le regard. Il était parfaitement conscient, mais paralysé, figé comme une statue en plein milieu de son champ. Pendant de longues secondes, peut-être 1 minute ou 2, il observa, impuissant, les 2 êtres qui continuaient leur manipulation. Puis, sans un bruit, ils regagnèrent l'intérieur de leur appareil par une sorte d'ouverture latérale. L'engin s'éleva lentement, dans un silence absolu, avant de disparaître à une vitesse fulgurante, verticale, dans le ciel bleu. Quand Maurice retrouva le contrôle de son corps, il se précipita vers l'endroit où l'objet avait été posé. Le sol était profondément marqué. Les lavandes étaient aplaties en cercle autour du point d'atterrissage. Au centre, la terre était légèrement calcinée, et une matière étrange, collante, ressemblant à de la résine, recouvrait certaines pierres. Il resta là plusieurs minutes, tremblant, sans parvenir à comprendre ce qu'il venait de vivre. Il rentra chez lui et raconta l'événement à sa femme, puis au maire du village. Très vite, la gendarmerie fut prévenue. Les autorités locales prirent l'affaire au sérieux. Des agents vinrent inspecter le champ, prirent des photographies et prélevèrent des échantillons. Le cas fut signalé au groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui classa l'affaire parmi les observations les plus crédibles de leur histoire. Pendant plusieurs semaines, Maurice fut l'objet d'interrogations, parfois de moqueries, mais aussi de la curiosité de journalistes venus de toute la France. Il n'en tira jamais aucun bénéfice. Au contraire, il devint plus réservé, presque renfermé. Il déclara avoir eu des cauchemars fréquents et une sensation persistante d'être observé. Le champ resta marqué pendant longtemps. Les plants de lavande dans la zone affectée mirent plus d'1 année à repousser normalement. Jusqu'à la fin de sa vie, Maurice raconta son histoire sans jamais se contredire. Il refusa de parler d'extraterrestres ou de spéculer sur l'origine des êtres qu'il avait vus. Pour lui, ce qu'il avait vécu était réel, tangible, et restait une énigme totale. Encore aujourd'hui, le cas de Valençol demeure l'un des épisodes les plus étranges et les mieux documentés de l'ufologie française. Située en Bretagne, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la forêt de Paimpont est depuis longtemps identifiée à la légendaire Brocéliande, terre des chevaliers, de Merlin l'Enchanteur et de la fée Viviane. Si l'on connaît bien ces légendes médiévales, ce que l'on sait moins, c'est que depuis les années 1980, des événements mystérieux y sont rapportés par des promeneurs, randonneurs et habitants. Ces témoignages ne parlent pas d'Excalibur ou de dragons, mais de phénomènes bien plus contemporains, perte de repères, visions brèves, sensations de temps ralenti ou suspendu, brumes soudaines, lumières étranges, et même disparitions momentanées. L'un des cas les plus documentés remonte à 1996. Un groupe de 3 randonneurs, partis pour une marche en boucle autour du tombeau de Merlin, suivait un sentier balisé par une météo claire. Après 1 heure de marche, ils affirmèrent avoir soudain été enveloppés d'un brouillard très dense, apparu sans prévenir. Ils perdirent leur orientation malgré les balises et durent marcher pendant plus de 3 heures pour retrouver le point de départ. Lorsqu'ils consultèrent leur montre, ils furent stupéfaits, à peine 20 minutes s'étaient écoulées depuis leur entrée dans la brume. Plusieurs phénomènes de « boussole folle » ont été rapportés autour du Val sans retour, un secteur associé à la fée Morgane dans la tradition arthurienne.
Des appareils électroniques s'éteignent sans raison, les GPS deviennent inutilisables. Un géologue amateur affirma avoir vu son téléphone afficher des coordonnées situées en Écosse pendant qu'il se trouvait devant le miroir au fait. En 2007, un photographe naturaliste vint passer la nuit près du chêne des Indrais, un arbre ancien entouré de nombreuses légendes. Il voulait capter les sons de la forêt la nuit. Sur ces enregistrements, il trouva des fréquences aiguës, très régulières, semblables à des signaux électroniques, qui n'étaient audibles à aucun moment de son écoute sur place. Plus étrange encore, sur l'un de ces clichés pris en longue exposition, une forme brumeuse humanoïde se tenait au milieu du chemin, alors qu'aucun être humain n'était présent. Des disparitions temporaires sont aussi rapportées, comme celle de 2 étudiants en 2013 qui perdirent connaissance après avoir suivi un sentier censé les ramener à leur voiture. Ils furent retrouvés plus de 5 heures plus tard, à seulement 300 mètres de leur point de départ, sans souvenir clair de ce qu'il s'était passé. Ils affirmaient avoir entendu un chant lointain, monotone, pas humain mais pas effrayant, selon leurs mots. Des chercheurs en géobiologie expliquent ces phénomènes par la présence de zones de failles telluriques, de points d'intersection magnétique qui auraient un impact sur la perception humaine. D'autres parlent de la mémoire du lieu, comme si la forêt conservait les couches du passé, accessibles par ceux qui entrent dans un état de conscience altéré. Les sceptiques y voient des hallucinations provoquées par la fatigue, la solitude ou la suggestion puissante des lieux mythiques. Mais ceux qui ont vécu ces expériences n'en démordent pas. Ce qu'ils ont ressenti, vu ou entendu, ne ressemblait à rien de rationnel. Le matin du 23 décembre 1995, dans le village de Saint-Pierre-de-Chérennes, au cœur du massif du Vercors, les pompiers furent appelés sur les lieux d'un incendie isolé, en lisière d'une forêt. Ce qu'ils découvrirent allait choquer la France entière. Dans une clairière enneigée, à l'intérieur de ce qui semblait être une sorte de campement souterrain aménagé, gisaient les corps de 16 personnes. Elles étaient allongées côte à côte, certaines bras croisés sur la poitrine, d'autres dans des positions étrangement rituelles. Toutes étaient mortes. Rapidement, les enquêteurs identifièrent les victimes comme appartenant à une organisation secrète, l'Ordre du Temple solaire, un groupe ésotérique international aux origines canadiennes et suisses, fondé dans les années 80 par Joseph Di Mambro et Luc Jouret. Ce groupe prônait un syncrétisme entre christianisme apocalyptique, ésotérisme solaire et doctrine chevaleresque. Mais derrière le discours spirituel se cachaient des méthodes sectaires, des manipulations mentales et une organisation structurée autour d'un noyau de dirigeants charismatiques. Ce qui frappa immédiatement les enquêteurs, c'était l'aspect ritualisé des morts. Certains corps avaient été atteints par balles, d'autres montraient des signes d'empoisonnement. Certains avaient été disposés en étoiles ou en cercles, comme pour une cérémonie de passage. Les lieux avaient ensuite été incendiés, comme pour effacer toute trace, mais de manière partielle, presque symbolique. Très vite, la thèse du suicide collectif fut évoquée. Mais des indices troublants remettaient cette hypothèse en question. 2 des victimes semblaient avoir été abattues alors qu'elles tentaient de fuir. D'autres présentaient des blessures que rien n'expliquait clairement. Plusieurs autopsies révélèrent que certains corps avaient été drogués avant d'être tués. Les gendarmes découvrirent aussi des documents à caractère prophétique, laissant entendre que ce passage était censé permettre aux membres d'atteindre un autre plan d'existence, sur une planète pure autour de l'étoile Sirius. Ce n'était pas la première fois que l'ordre du Temple solaire défrayait la chronique. En 1994, en Suisse et au Québec, 53 membres avaient déjà été retrouvés morts dans des conditions similaires. L'affaire française marquait une seconde vague macabre. Selon les enquêteurs, les victimes avaient été conditionnées, parfois durant des années, à croire que leur mort physique était une délivrance. La maison où l'événement s'était produit avait été louée sous un faux nom. Isolée, difficile d'accès, elle avait été choisie pour sa discrétion. Tout indiquait une planification méticuleuse. L'un des organisateurs de la cérémonie figurait parmi les morts, mais des complices présumés furent recherchés dans les mois suivants. Dans l'opinion publique, ce drame provoqua un électrochoc. Comment des personnes, souvent cultivées, financièrement stables, avec des familles, avaient-elles pu être conduites à participer à une mise en scène aussi macabre ?
L'État renforça son arsenal juridique contre les sectes et des cellules de surveillance furent mises en place. L'affaire resta toutefois entourée d'un flou persistant sur certains points, la complicité des vivants, les responsabilités précises et les conditions exactes des morts. Aujourd'hui encore, des enquêteurs et journalistes affirment que tout n'a pas été révélé. Des membres survivants, identifiés mais jamais inquiétés, vivent sous de nouvelles identités. Certains pensent que l'ordre n'a jamais vraiment disparu, qu'il a simplement changé de forme, attendant un autre cycle. Le site de Saint-Pierre-de-Chérennes est retourné à la nature. Rien n'indique plus, dans la forêt silencieuse, qu'un rituel étrange et sanglant s'y est déroulé. Mais ceux qui s'en approchent parlent parfois d'un malaise diffus, d'une tension dans l'air, comme si les morts n'avaient pas tout à fait quitté les lieux. Montélimar, célèbre pour son nougat et son climat ensoleillé, est une ville paisible de la Drôme. Mais en 2007, une famille nouvellement installée dans une maison de la périphérie vécut une série d'événements si angoissants qu'ils finirent par fuir les lieux sans jamais vouloir y revenir. La famille R, un couple avec 2 enfants, acheta une maison ancienne à rénover dans un quartier tranquille, légèrement en retrait du centre-ville. C'était une belle bâtisse en pierre, datant du début du XXe siècle, avec un jardin envahi de ronces mais au potentiel évident. Ils s'installèrent en février. Tout semblait prometteur. Mais dès les premières semaines, des choses anormales commencèrent à se produire. La nuit, des claquements secs résonnaient dans les murs, d'abord espacés, puis de plus en plus fréquents. Les robinets s'ouvraient parfois d'eux-mêmes, et les lumières vacillaient sans qu'aucun problème électrique ne soit détecté. Ils pensèrent d'abord à des défauts liés à l'ancienneté de la maison. Un électricien fut appelé, mais ne trouva rien. Un plombier vint vérifier l'installation. Tout était en ordre. Les choses empirèrent lorsque les enfants commencèrent à refuser de dormir seuls. Leur fils aîné disait voir, chaque soir, une ombre passer dans le couloir devant sa porte. Il n'osait plus sortir de sa chambre. La petite sœur, plus jeune, parlait d'une dame triste qui se tenait parfois au pied de son lit, silencieuse, sans visage visible. Les parents furent eux aussi confrontés à des manifestations de plus en plus troublantes. Le téléphone sonnait parfois, mais lorsqu'ils décrochaient, il n'y avait qu'un souffle long et froid à l'autre bout. Un matin, ils retrouvèrent toutes les portes intérieures grandes ouvertes, alors qu'ils les avaient fermées la veille au soir. La température de certaines pièces chutait brusquement sans explication, et le chien de la famille, d'ordinaire joueur, refusait catégoriquement d'entrer dans le salon. Un événement précipita leur décision de quitter la maison. Une nuit d'orage, alors que la foudre frappait au loin, un cri déchirant retentit dans la maison, venant de l'étage. Tous les membres de la famille l'entendirent. En montant, ils trouvèrent la chambre du garçon sans dessus-dessous, comme si une force invisible avait tout retourné en quelques secondes. Le lit était renversé, les jouets projetés contre les murs, et une marque noire, longue et fine, avait été laissée sur la porte, comme une trace de main brûlée. Le lendemain, ils décidèrent de quitter la maison temporairement et allèrent loger chez des proches. Là-bas, tout redevint normal. Aucun phénomène ne se produisit. Après quelques jours, le père revint seul dans la maison pour récupérer des affaires. Il déclara avoir entendu une voix dans la cuisine, faible mais distincte, prononcer son prénom, comme un murmure venu du sol. Il fit demi-tour immédiatement, sans terminer ses valises. La maison resta vide pendant plusieurs mois. Les R mirent la propriété en vente, mais les visites furent rares. Des rumeurs circulaient dans le quartier. Certains anciens habitants affirmèrent que la maison avait appartenu à une veuve recluse qui y serait morte dans la solitude et la rancune, jamais retrouvée avant plusieurs semaines. D'autres évoquaient un ancien puits scellé dans le jardin, centre supposé d'énergie sombre. Le lieu fut finalement vendu à un promoteur qui le fit entièrement raser pour y construire 2 pavillons neufs. Depuis, aucun phénomène n'a été signalé. Mais ceux qui ont vécu dans l'ancienne maison de Montélimar parlent encore, à voix basse, de cette présence invisible qui semblait hanter les murs, comme une mémoire figée dans la pierre, décidée à ne pas disparaître. À l'est de Marseille, niché sur les hauteurs, se trouve le village d'Aloche,
ancien bourg provençal aux ruelles étroites et aux collines de garrigues parfumées de thym et de pin. Mais à la fin des années 1970, ce décor paisible devint le théâtre d'une série d'événements qui, encore aujourd'hui, divisent les habitants entre scepticisme et fascination. En 1979, plusieurs adolescents du village racontèrent avoir découvert, en explorant les collines, une vieille maison abandonnée qu'aucun adulte ne semblait vraiment connaître. Elle était dissimulée dans un recoin difficile d'accès, à demi englouti par la végétation. L'endroit, disaient-ils, respirait une atmosphère lourde, figée, comme si le temps y avait cessé de couler. La bâtisse, aux volets déchirés et au toit partiellement effondré, était silencieuse. Mais ce silence n'avait rien de naturel. Rapidement, la rumeur se répandit qu'il s'agissait de la maison d'une sorcière, une femme dont la présence aurait hanté les collines d'Aloche dans les années 1930. D'après les anciens du village, elle vivait seule, parlait peu, sortait uniquement à la tombée de la nuit. On lui prêtait la mort mystérieuse de plusieurs chiens, le dépérissement brutal de cultures voisines et même la disparition inexpliquée d'un enfant en 1938, jamais retrouvé. Ce n'était là que des légendes, jusqu'à ce que les jeunes qui avaient exploré la maison commencent à rapporter des faits troublants. L'un d'eux, Hervé, affirma avoir trouvé à l'intérieur une pièce entièrement calcinée, sans que le feu n'ait touché le reste de la structure. Au centre, un cercle de cendres contenait une série de symboles gravés dans la pierre. Un autre garçon, Pierre, raconta avoir entendu un chant faible, féminin, monter depuis la cave alors qu'aucun être vivant ne semblait présent. Lorsqu'ils tentèrent d'ouvrir la porte du sous-sol, celle-ci se mit à vibrer sous leurs mains, comme secouée de l'intérieur. Peu de temps après, plusieurs d'entre eux furent victimes d'étranges malaises. Nausées, migraines, insomnie, crises d'angoisse. Un d'eux, Thomas, fit un cauchemar dans lequel il voyait la vieille femme brûler dans sa maison, hurlant des mots en provençal ancien, avant de se retourner vers lui et de le désigner du doigt. Il se réveilla en criant, et sa mère déclara avoir retrouvé des marques rouges sur son bras le lendemain matin. Les parents, alertés, interdirent toute expédition vers la maison. Mais un enseignant du collège, intrigué, décida d'enquêter lui-même. Il retrouva bien la maison, et prit des photos des gravures dans la pierre. De retour chez lui, il tenta de les faire analyser. Les experts consultés identifièrent plusieurs symboles alchimiques, liés à la purification par le feu, ainsi qu'un glyphe rarement vu ailleurs, évoquant une entité féminine de vengeance et de justice. Selon eux, cela ressemblait davantage à un rituel de scellement qu'à une invocation. L'enseignant tomba malade quelques semaines plus tard. Une infection soudaine et sévère, sans cause clairement identifiée. Il déclara plus tard à ses collègues ne plus vouloir entendre parler de la maison. En 1980, après un début d'incendie dans la zone boisée environnante, les autorités décidèrent de condamner définitivement l'accès à la bâtisse. Un mur de pierre fut érigé à l'entrée du sentier. Depuis, la végétation a peu à peu repris possession des lieux. Les plus anciens du village évitent toujours le sujet. Ils disent simplement que cette maison ne voulait plus qu'on y entre. Ceux qui y sont allés gardent tous un souvenir précis de cette atmosphère d'oppression, de ce silence écrasant et de cette impression qu'ils n'étaient pas seuls, même lorsqu'ils ne voyaient rien. Au cœur du Massif central, la Lozère est un département de silence, de forêts épaisses et de routes sinueuses serpentant entre les montagnes. En 2003, un événement étrange vint troubler cette quiétude. Il ne s'agissait ni d'un ovni dans le ciel, ni d'une apparition dans une vieille bâtisse, mais d'un phénomène sur la route. Un phénomène qui, à plusieurs reprises, plongea des automobilistes dans un profond trouble, jusqu'à remettre en cause leur perception de la réalité. Tout commença en septembre, sur la départementale des 987, entre Florac et le col de Montmirail. Une route isolée, peu fréquentée la nuit, bordée de pins noirs et de rochers abrupts. Un couple qui rentrait chez lui après une soirée affirma avoir été dépassé brusquement par un camion au phare puissant, roulant à une vitesse inhabituelle. Le conducteur, surpris, crut d'abord à un véhicule en urgence. Mais quelques kilomètres plus loin, alors qu'ils avaient ralenti, ils ne virent aucune trace du camion. Aucun feu arrière. Aucune bifurcation possible.
Le même soir, un jeune routier signalait à son tour un comportement étrange d'un poids lourd non identifié. Il roulait derrière un véhicule lourd chargé, sans plaque visible, aux formes anguleuses, peint en noir mat. Le camion semblait flotter légèrement, les roues à peine perceptibles sur le bitume. Au moment où il tenta de doubler, le véhicule disparut soudainement dans le virage suivant, sans freinage, sans crissement de pneus, comme s'il s'était dissous dans l'obscurité. Les signalements commencèrent à affluer. Toujours de nuit. Toujours dans le même secteur. Tous évoquaient un camion noir, sans marquage, souvent silencieux, dont l'apparition provoquait une angoisse sourde chez les conducteurs. Certains affirmaient ressentir une baisse de température brutale lorsqu'ils passaient. D'autres évoquaient des interférences sur la radio, un brouillard soudain ou une distorsion de la lumière des phares. La gendarmerie ouvrit une enquête, pensant d'abord à un plaisantin ou à un camionneur irresponsable. Mais aucun enregistrement ne fut retrouvé sur les caméras des péages environnants. Aucun radar n'avait capté de véhicules suspects. Et surtout, aucune entreprise locale ne possédait de camion correspondant à la description. Un enquêteur indépendant, passionné de phénomènes paranormaux, se rendit sur place et retrouva un ancien récit daté de 1958. À l'époque déjà, un automobiliste aurait aperçu un camion sans conducteur, roulant à vive allure sur cette même portion de route, avant de se volatiliser à l'entrée d'un tunnel. La légende locale parlait d'un accident survenu dans les années 30, impliquant un transport de matériel militaire top secret. Le convoi aurait été pris dans une tempête de neige, avant de chuter dans un ravin. Le chauffeur et ses passagers ne furent jamais retrouvés, et les lieux de l'accident restèrent introuvables. Les hypothèses modernes allèrent bon train. Certains y voyaient un résidu de mémoire traumatique, une empreinte temporelle reproduisant à l'infini les derniers instants d'un drame ancien. D'autres, plus ésotériques, parlèrent de failles dimensionnelles, de glissements entre mondes parallèles ou de manifestations d'objets n'ayant jamais appartenu à notre réalité. Aujourd'hui encore, les conducteurs qui empruntent cette route la nuit lèvent parfois les yeux dans le rétroviseur, cherchant une lumière étrange dans l'obscurité. Certains disent l'avoir revu en 2011, en 2016, puis plus récemment en 2020. Le même camion, sans bruit, sans plaque, surgissant de nulle part, puis disparaissant dans le néant. Le 29 août 1967, le petit village de Cussac, niché au cœur du Cantal, semblait baigné dans une quiétude absolue. C'était une matinée d'été paisible, le ciel était dégagé et l'air pur des plateaux d'Auvergne emplissait les poumons. Jean-Marie et Françoise, deux jeunes enfants âgés respectivement de 13 et 9 ans, accompagnaient leur père dans les pâturages pour surveiller un petit troupeau de vaches. Vers 8h30 du matin, alors qu'ils étaient seuls sur la colline de la Rode, Jean-Marie scrutait le paysage lorsqu'il aperçut quelque chose d'inhabituel près d'un muret de pierres sèches. À une centaine de mètres de là, 4 petits êtres de forme humaine se tenaient debout à côté d'un objet noir et brillant, en forme de sphère, flottant à quelques centimètres au-dessus du sol. Ils semblaient s'agiter, courir et voler à tour de rôle autour de l'engin comme s'ils se livraient à des manipulations rapides et coordonnées. Le garçon pensa d'abord à des enfants déguisés ou des nains, mais la silhouette des créatures le perturba immédiatement. Elles étaient toutes noires, comme vêtues d'une combinaison moulante sans détail visible. Ce qui frappa le plus Jean-Marie fut leur manière de se mouvoir. Elles semblaient légères, presque irréelles, comme si elles flottaient plutôt qu'elles ne couraient vraiment. L'un des êtres, selon Françoise, aurait même émis une sorte de cri aigu semblable à un rire. Soudain, les créatures semblèrent remarquer qu'elles étaient observées. En un éclair, elles regagnèrent leur étrange appareil. Celui-ci émit alors une sorte de souffle bref, et s'éleva verticalement dans les airs à une vitesse impressionnante, sans bruit de moteur ni turbulence visible. L'objet s'éloigna rapidement et disparut derrière les collines. Les deux enfants, bouleversés mais lucides, coururent prévenir leur père. Les autorités furent alertées dans la journée, et la gendarmerie locale procéda immédiatement à une enquête sur les lieux. Les enfants furent interrogés séparément. Ils donnèrent des descriptions cohérentes et précises sans contradiction. Les gendarmes notèrent leur calme, leur sérieux et l'absence de tendance à l'imagination exagérée.
Aucun des deux n'avait d'intérêt particulier pour les soucoupes volantes ou la science-fiction. Sur place, les enquêteurs découvrirent une odeur soufrée persistante, difficile à expliquer. Le troupeau de vaches que les enfants surveillaient avait changé de comportement au moment de l'apparition. Elles s'étaient regroupées, effrayées, et refusaient de revenir sur la zone même plusieurs jours après. Ce détail marqua les enquêteurs. Les animaux, moins sujets à la suggestion, semblaient bel et bien avoir réagi à un phénomène réel. Le Japon classa plus tard l'affaire de Cusack parmi les cas d'atterrissage d'ovnis les plus crédibles jamais recensés. Ni Jean-Marie ni Françoise ne changèrent leur version au fil des années. Ils refusèrent toute médiatisation excessive. Leur témoignage resta sobre, constant et exempt d'exagération. Il ne fut jamais contredit ni expliqué de façon satisfaisante. Aujourd'hui encore, Cusack est discrètement associé à cette étrange matinée d'août 1967. Le champ où l'événement eut lieu est resté le même, balayé par les vents du plateau, silencieux et vide. Mais pour ceux qui s'y rendent, il garde une part d'invisible, comme si le ciel y avait un jour effleuré la terre. Dans le département de la Nièvre, au sud de Nevers, se trouve une petite commune au nom singulier, La Machine. Un nom hérité de son histoire industrielle, puisque la ville abritait autrefois une importante exploitation minière. En 1973, cette ville, en apparence paisible, fut le théâtre d'un enchaînement de phénomènes étranges survenus dans l'ancien bâtiment d'un hôpital psychiatrique désaffecté, situé à l'écart du centre. Depuis la fermeture de l'établissement dans les années 50, le bâtiment avait été laissé à l'abandon. De temps à autre, des jeunes du coin s'y aventuraient pour se faire peur ou y passaient des soirées clandestines. Mais à partir du printemps 1973, plusieurs témoignages inquiétants commencèrent à émerger. Tout commença avec un groupe d'adolescents qui déclara avoir entendu des cris déchirants et des bruits de chaînes venant de l'intérieur du bâtiment. D'abord pris pour des plaisanteries ou des effets d'imagination, ces récits devinrent plus sérieux quand des adultes rapportèrent eux aussi des observations troublantes. Un gardien municipal chargé de surveiller les lieux affirma avoir vu, à 2 reprises, une silhouette noire traverser le couloir central avant de disparaître sans bruit. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air certains soirs, semblable à celle d'un corps en décomposition, bien qu'aucun animal mort ne fût retrouvé. Un couple de promeneurs raconta avoir vu, depuis la colline voisine, des lumières vacillantes dans les étages supérieurs, comme des lanternes qui se déplaçaient lentement. Or, le bâtiment n'était ni alimenté en électricité ni habité. Plusieurs personnes affirmèrent également avoir entendu des voix en écho, murmurant des prières ou des propos incohérents, dans un langage ancien. Alertés par la rumeur grandissante, les autorités locales décidèrent d'envoyer une équipe de gendarmes inspecter les lieux de nuit. Bien qu'aucun individu ne fût trouvé à l'intérieur, les agents rapportèrent avoir ressenti une atmosphère pesante et entendu, pendant un instant, un cri aigu qui sembla sortir des murs eux-mêmes. L'un des gendarmes tomba même en pâmoison, victime d'un malaise inexpliqué. Le bâtiment fut alors condamné par mesure de sécurité. Mais cela ne mit pas fin aux spéculations. Des anciens mineurs se souvenaient de l'époque où certains patients de l'hôpital étaient enterrés à la hâte dans un terrain annexe, sans cercueil ni cérémonie. Des documents retrouvés en mairie faisaient état de décès brutaux, de traitements sévères, et d'une aile du bâtiment fermée définitivement après une série de suicides en 1948. Des passionnés du paranormal vinrent enquêter sur place dans les années suivantes. Certains affirmèrent avoir capté des voix sur bande magnétique, d'autres parlèrent de courants d'air glacial ou de sensations de présence. Une équipe déclara même avoir vu une silhouette féminine au fond d'un couloir, qui les observa un instant avant de disparaître comme une brume. En 1980, une partie du bâtiment s'effondra après une violente tempête. Le reste fut rasé quelques années plus tard. Aujourd'hui, il ne reste rien du vieil hôpital. À sa place, un terrain vague envahi par la végétation, que les habitants évitent en général à la tombée de la nuit. Nous sommes au soir du 21 octobre 1982. La ville de Nancy, chef-lieu de Meurthe-et-Moselle, s'apprête à plonger dans la tranquillité d'une nuit d'automne. Vers 20h15, dans le quartier du Haut du Lièvre, un habitant sort fumer une cigarette sur son balcon.
C'est alors qu'il aperçoit, haut dans le ciel, une lumière inhabituelle. Pas une étoile, ni un avion. Il appelle sa compagne, qui le rejoint. Ensemble, ils observent une lueur blanche, stationnaire, puis lentement mouvante, au comportement bien différent de ceux qu'ils ont l'habitude de voir. Au même moment, dans d'autres quartiers de Nancy, des dizaines de témoins vont voir cette même chose étrange dans le ciel. Certains décrivent un point lumineux fixe, d'autres affirment avoir vu la lumière se diviser en deux, puis se reformer, dans un silence total. L'objet semble évoluer sans trajectoire précise, effectuant parfois des mouvements brusques à angle droit, ce qui défie les lois de l'aéronautique connues. Les appels commencent à affluer vers les services de gendarmerie et le centre régional de météorologie. Des policiers sortent dans la rue pour observer à leur tour. L'un d'eux, en faction non loin de la place Carnot, note que la lumière s'éteint et se rallume, comme si elle pulsait lentement, dans une teinte passant du blanc au rouge orangé. Aucun bruit, aucun souffle, aucun clignotement de type aéronautique. L'objet reste visible pendant plus de 20 minutes avant de disparaître brutalement, comme si on avait éteint une lampe dans le vide. Le lendemain, les journaux locaux relaient les témoignages. Le sujet fait rapidement le tour de la région. Dans les jours suivants, des enquêteurs privés, des astronomes amateurs et des passionnés se penchent sur l'affaire. On interroge les aéroports, les bases militaires, les stations radars. Aucun vol civil ou militaire n'était enregistré dans ce couloir aérien à cette heure. Aucun satellite visible ne correspondait à cette trajectoire ni à cette durée d'apparition. Un professeur de physique de l'université de Nancy, interrogé dans la presse, rejette l'idée d'un simple phénomène astronomique. Il explique que les mouvements décrits par les témoins sont incompatibles avec ceux d'une étoile, d'une planète ou même d'un ballon-sonde. Un collectif d'ufologues indépendants se rend sur place et interroge plusieurs témoins. Leurs récits, bien que venant de personnes sans lien entre elles, concordent presque parfaitement. Tous parlent d'un phénomène silencieux, lumineux et anormalement précis dans ses déplacements. Certains évoquent l'idée d'une technologie militaire secrète, d'autres, plus mystiques, y voient un signe d'origine non terrestre. L'armée ne communique pas sur l'affaire. Le mystère s'épaissit. Avec le temps, l'affaire de Nancy en 1982 passe un peu dans l'oubli médiatique, mais elle reste dans les archives du Japon comme un cas classé D, c'est-à-dire un phénomène observé par des témoins multiples, dont les effets sont réels, mais pour lequel aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée. Encore aujourd'hui, plusieurs témoins affirment s'en souvenir avec une netteté troublante. Ils n'ont pas vu une lumière vague. Ils ont vu quelque chose de mécanique, de contrôlé, et surtout de totalement silencieux, se mouvoir dans le ciel de Nancy comme si les lois de la gravité n'existaient plus. Au cœur du centre-ville de Dijon, dans un quartier résidentiel sans histoire, se trouve un immeuble typique des années 1960. Il n'attire pas l'attention. Rien ne le distingue des autres bâtiments alentours. Pourtant, au sous-sol de cet immeuble, une cave allait devenir, en 1998, le théâtre d'une série de manifestations étranges qui poussèrent plusieurs familles à déménager et les autorités à sceller définitivement les lieux. Tout commença de manière discrète. Une locataire du 2e étage, une femme seule d'une cinquantaine d'années, descendit à la cave pour y ranger des cartons. Quelques jours plus tard, elle raconta à ses voisins avoir ressenti un malaise intense dès qu'elle y mit les pieds. Une sensation de vertige, de pression dans la poitrine, comme si l'air lui manquait. Elle pensa à une crise de panique passagère et n'en parla pas davantage. Puis ce fut au tour d'un couple du 3e étage. En installant un congélateur dans leur cave, ils entendirent, alors qu'ils refermaient la porte, 3 coups survenus du mur du fond, suivis d'un grattement prolongé. Persuadés qu'un animal s'était introduit, ils prévinrent le syndic, mais les recherches ne révélaient rien. Pas de tunnel, pas de passage, pas de bête. Juste un mur froid, intact. Les choses s'aggravèrent au fil des semaines. Des habitants commencèrent à entendre des pleurs étouffés et des gémissements dans les escaliers qui descendaient au sous-sol. Une mère de famille raconta qu'en ouvrant la porte de sa cave, elle avait vu, dans l'obscurité, 2 yeux brillants à hauteur d'homme, puis plus rien. Le gardien de l'immeuble,
un ancien militaire pourtant peu enclin à la superstition, déclara avoir entendu une voix murmurer son nom à plusieurs reprises, toujours dans les mêmes escaliers. Les enfants du bâtiment refusèrent bientôt de descendre à la cave, même accompagnés. L'un d'eux fit une crise d'angoisse violente après avoir cru voir une silhouette accroupie dans un coin de mur, immobile, trop sombre pour être un humain, mais trop nette pour être une illusion. Il resta mutique pendant 2 jours. Face à la multiplication des témoignages, les autorités décidèrent de faire intervenir les pompiers et un expert en bâtiment. Aucun gaz toxique, aucune anomalie structurelle, aucune cause rationnelle ne put être identifiée. Mais les relevés électromagnétiques effectués dans la cave révélèrent une activité anormale, des pics violents sans source électrique identifiable. L'expert proposa un phénomène technique inexpliqué. Le rapport resta volontairement vague. Peu après, un prêtre fut discrètement invité par une résidente. Il déclara que le lieu était chargé et procéda à une bénédiction sommaire. Cela n'eut aucun effet. Une voisine affirma même que les manifestations empirèrent, bruit de pas, froid soudain, objets qui bougent seuls dans les caves adjacentes. Un historien local, contacté par un habitant, retrouva un article de journal datant de 1912. Le terrain avait autrefois accueilli une maison de correction pour mineurs, dont plusieurs jeunes étaient morts de maltraitance dans les sous-sols, alors transformés en cellules disciplinaires. L'immeuble actuel aurait été bâti sans jamais signaler ses fondations anciennes. En 1999, après que plusieurs locataires eurent menacé de quitter le bâtiment, le syndic fit sceller l'accès aux caves, invoquant des raisons de sécurité. Depuis, la porte métallique est verrouillée, soudée, interdite. Aucun incident n'a plus été officiellement rapporté depuis, mais les habitants évitent toujours de parler de cette époque. Certains affirment que la cage d'escalier menant à la cave reste toujours légèrement plus froide que les autres, même en plein été. D'autres disent que si l'on colle l'oreille au mur du fond, on entend encore un souffle, comme une respiration faible, presque humaine. Mais personne ne descend plus pour vérifier. C'est un matin d'août 1987 que les vies de 2 familles furent bouleversées à jamais. Aline, 14 ans, et Marion, 13 ans, 2 cousines inséparables, étaient en vacances dans un petit hameau rural près de Die, dans la Drôme. Le décor était idyllique, des collines couvertes de pins, une rivière claire serpentant au pied des montagnes, des champs de tournesol à perte de vue. Les familles avaient loué une maison de campagne pour l'été, loin du bruit des villes. Le 17 août, après le petit déjeuner, les 2 adolescentes décidèrent de partir à vélo faire un tour dans la vallée voisine. Elles avaient prévu de rejoindre une petite clairière qu'elles affectionnaient, à environ 2 km du hameau. Elles emportèrent de l'eau, un appareil photo jetable, et promirent de revenir avant midi. Mais midi passa. Puis 1 heure, puis 2. Inquiets, les parents partirent à leur recherche. Les vélos furent retrouvés près de la clairière, appuyés contre un arbre, bien rangés. Aucune trace de lutte, aucun indice d'un départ précipité. L'herbe était couchée à certains endroits, comme si elle s'était allongée là, ou comme si quelque chose avait atterri brièvement. Les recherches furent immédiates. Gendarmes, chiens pisteurs, hélicoptères, plongeurs dans la rivière toute proche. Aucun indice. Pas de vêtements, pas de papier, pas même une empreinte nette. Le sol était sec, les conditions parfaites pour relever des traces, mais il n'y en avait aucune. Dans les jours suivants, des témoignages surgirent, troublants. Une femme du village voisin, assise à sa fenêtre, affirma avoir vu une lumière blanche très intense au-dessus de la forêt vers midi ce jour-là, qu'elle avait d'abord prise pour un reflet ou un mirage. Un randonneur dit avoir entendu un bruit métallique très fort, comme un sifflement, suivi d'un silence total, anormal, pesant. Ces récits furent consignés dans le dossier mais jugés sans importance par les enquêteurs officiels. L'appareil photo des filles fut retrouvé dans un fossé, à quelques mètres de là où les vélos avaient été laissés. Le rouleau de pellicule fut développé. Il contenait quelques clichés banals, un chant, des selfies flous, puis une dernière photo étrange. Floue elle aussi, elle montrait ce qui semblait être une tache lumineuse au centre de l'image, entourée de lignes ondulées,
comme si l'objectif avait été ébloui ou que l'espace avait été déformé. Les experts dirent que cela pouvait être un reflet solaire. Mais certains ufologues y virent la trace d'un phénomène énergétique. Malgré les recherches, les battues, les interrogatoires, Aline et Marion ne furent jamais retrouvés. Pas de corps. Pas d'indices. Pas d'adieu. L'affaire fut classée sans suite au bout de 5 ans. Mais elle ne quitta jamais la mémoire collective des habitants de la région. Des théories circulèrent. Fugue, enlèvement, prédateurs isolés. Mais aucune ne collait parfaitement. Les familles refusèrent toujours de croire à une disparition volontaire. Elles étaient heureuses, inséparables, et n'auraient jamais laissé leur vélo en ordre avant de disparaître dans la nature. D'autres, plus ésotériques, évoquèrent un enlèvement par une intelligence non humaine. Le lieu où elles ont disparu est situé à la croisée de plusieurs lignes telluriques relevées par des géobiologues amateurs. D'anciens paysans parlaient déjà, dans les années 60, de lumière nocturne dans cette vallée. Une bergerie abandonnée non loin était surnommée « la maison des éclairs » en raison des phénomènes lumineux qui s'y seraient produits. En 1992, dans la ville de Menton, à quelques kilomètres de la frontière italienne, une famille ordinaire devint malgré elle le centre d'une série d'événements qui défiaient la logique et la science. L'affaire débuta dans un appartement modeste situé dans un immeuble résidentiel en retrait de la mer, dans un quartier tranquille. Les habitants étaient les Dumas, un couple avec 2 enfants, dont une adolescente de 14 ans prénommée Aurore. Tout commença de façon subtile. De petits objets disparaissaient puis réapparaissaient à des endroits improbables. Les parents accusèrent d'abord leurs enfants de jouer à des tours. Mais très vite, la situation échappa à toute tentative d'explication rationnelle. Les verres se brisaient sans être touchés. Les ampoules explosaient dans les douilles. Des bruits secs, semblables à des coups de poing dans les murs, retentissaient à toute heure, même la nuit. L'atmosphère dans l'appartement devint pesante. La famille parlait de tensions constantes, de crises d'angoisse, et surtout d'un sentiment omniprésent d'être observé. Aurore, qui jusque-là avait été une adolescente sans histoire, changea brusquement de comportement. Elle devint renfermée, irritable, sujette à des insomnies violentes. Elle affirmait entendre une voix qui murmurait son prénom la nuit, ou qui la suppliait de « ne pas partir ». Un soir, alors que la famille dînait, une chaise se déplaça brusquement en arrière, projetée contre le mur sans qu'aucun des convives ne l'ait touchée. Puis, comme si une tempête invisible s'était levée dans le salon, plusieurs objets furent renversés. La scène fut si violente que les voisins appelèrent la police, pensant à une violente dispute familiale. Les autorités, après avoir interrogé la famille, restèrent perplexes. Il n'y avait aucun signe de maltraitance, aucun conflit familial apparent, mais un récit commun et sincère des événements. À la demande de la mère, un prêtre local accepta de venir bénir l'appartement. Mais les phénomènes reprirent de plus belle le lendemain, comme si quelque chose avait été provoqué. Face à l'incompréhension générale, les Dumas firent appel à un spécialiste du paranormal, un chercheur indépendant ayant étudié plusieurs cas de poltergeist. Très vite, il remarqua que tous les phénomènes semblaient se produire en présence ou à proximité immédiate d'Aurore. Il avança l'hypothèse classique du poltergeist adolescent, des manifestations psychokinétiques inconscientes générées par un jeune en période de bouleversement émotionnel intense. Le chercheur installa des enregistreurs, des caméras et tenta de cartographier les mouvements anormaux. Il réussit à filmer un objet, une télécommande, se déplaçant sur une table sans contact visible. Les données furent envoyées à des laboratoires universitaires, mais aucune supercherie ne put être démontrée. Les appareils n'enregistrèrent cependant aucun champ électromagnétique inhabituel, ni trace de manipulation mécanique. Les manifestations persistèrent durant plusieurs semaines, puis s'estompèrent lentement. Aurore fut envoyée chez une tante pendant l'été, à la campagne. Durant son absence, l'appartement resta parfaitement calme. À son retour, les phénomènes reprirent brièvement, puis cessèrent définitivement quelques semaines plus tard. La famille finit par déménager. L'appartement fut loué à d'autres locataires, qui ne signalèrent jamais rien d'étrange. Aurore,
quant à elle, reprit une vie normale. Elle raconta plus tard, dans une lettre envoyée à l'enquêteur, qu'elle gardait peu de souvenirs nets de cette période, comme si sa mémoire avait flouté les événements les plus troublants. Le cas de Menton reste l'un des rares cas français de poltergeist à avoir été étudié de près, avec des preuves matérielles et de multiples témoins. Il illustre le mystère de ces phénomènes violents mais éphémères, liés à l'humain plus qu'au lieu, comme si certaines émotions pouvaient bousculer les lois physiques elles-mêmes. Situé à cheval entre la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, le plateau de Millevaches est un vaste territoire sauvage, couvert de forêts sombres, de tourbières silencieuses et de lacs sans fond. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un pays de bovins mais d'un dérivé du mot vassa signifiant source en celte. Et depuis des années, cette terre d'eau et de pierre semble abriter des choses que les hommes ne comprennent pas. Dès le début des années 2000, plusieurs phénomènes étranges y furent rapportés par des habitants, randonneurs ou techniciens forestiers. L'un des premiers cas ayant retenu l'attention eut lieu en 2002. Un garde forestier en patrouille nocturne près du lac de Vassivière aperçut une lumière sphérique qui flottait silencieusement entre les troncs, à environ 2 mètres du sol. Pensant à un feu de camp ou à des promeneurs avec des lampes, il s'approcha. Mais à mesure qu'il s'avançait, la lumière se déplaçait elle aussi, toujours à distance. Lorsqu'il tenta de l'éclairer avec sa torche, elle disparut instantanément, comme absorbée par la forêt. Quelques semaines plus tard, un couple de cyclotouristes campant non loin du plateau déclara avoir vu un objet triangulaire noir, au bord diffus, passer au-dessus d'eux dans un silence absolu. L'objet volait très bas, assez pour qu'ils distinguent des sortes de motifs géométriques sur sa surface. Ils en gardèrent une sensation de paralysie durant plusieurs minutes, sans jamais comprendre ce qui leur était arrivé. Mais les phénomènes ne concernaient pas seulement des objets volants. Plusieurs habitants de petites fermes isolées commencèrent à parler de bruits souterrains persistants, semblables à des moteurs lents ou des vibrations, sans qu'aucune infrastructure industrielle ne soit présente dans les environs. Ces bruits survenaient en pleine nuit, duraient parfois des heures, puis cessaient brutalement. Des enquêteurs amateurs venus étudier la région avec du matériel scientifique léger rapportèrent des pics d'électromagnétisme anormaux, notamment autour de certaines zones forestières restées vierges. En creusant dans les archives locales, ils découvrirent que ces mêmes zones étaient autrefois évitées par les anciens, qui les appelaient « les terres qui regardent » et où les animaux refusaient de paître. En 2008, un jeune photographe naturaliste capta, lors d'une séance nocturne près du lac de la Vaugélade, une silhouette sombre passant furtivement devant son objectif. Il ne vit rien sur le moment, mais lorsqu'il développa ses clichés, l'une des images montrait nettement une forme humanoïde, sans visage, aux bras trop longs, figée dans la brume. Il quitta la région peu après. D'autres témoignages évoquent des pertes de repères spatio-temporels. Une femme déclara être rentrée à la maison avec 2 heures de décalage, sans en avoir eu conscience. Son téléphone était figé à 22h17 pendant toute la durée de sa marche. Lorsqu'elle revint dans une zone plus dégagée, l'appareil indiqua subitement minuit 38. Certains chercheurs ont proposé des explications géophysiques. Le plateau de Millevaches reposerait sur un sous-sol riche en quartz et en poches de radon, ce qui pourrait, selon eux, produire des anomalies électromagnétiques et psychologiques. D'autres parlent de zones de failles énergétiques, de portails ou même d'anciennes bases souterraines liées à des expériences militaires secrètes. Mais pour les habitants de longue date, il n'y a pas besoin de chercher si loin. Ils disent simplement que ce plateau est un endroit à part. Un lieu ancien, où la nature n'a jamais entièrement laissé la place à l'homme, et où certaines choses se montrent quand personne ne les attend. Aujourd'hui encore, certains GPS cessent de fonctionner au milieu de nulle part. Des lumières apparaissent puis disparaissent sans explication. Et ceux qui s'y aventurent seuls la nuit racontent souvent la même chose en revenant, on n'a rien vu, mais on sait qu'on n'était pas seul. À Lyon, 2 collines dominent la ville, Fourvière, surnommée la colline qui prie, et la Croix-Rousse, la colline qui travaille. Mais une 3e élévation, moins connue du grand public, se trouve en périphérie nord de la ville, dans un secteur aujourd'hui partiellement urbanisé, et que les anciens appelaient autrefois la colline des sorcières. L'histoire de cette colline remonte au moins au XIXe siècle,
mais c'est à partir des années 1980 que les phénomènes inexpliqués commencèrent à attirer l'attention. À l'époque, le lieu était encore en grande partie boisé, couvert de végétation dense et peu fréquentée, sauf par quelques promeneurs et des groupes d'adolescents en quête de frissons. C'est là que plusieurs témoignages étranges commencèrent à circuler. Des randonneurs affirmaient avoir entendu des chants nocturnes d'origine indéterminée, ressemblant à des litanies ou des prières anciennes dans une langue oubliée. Certains décrivaient la sensation d'être observés, voire suivis, par une présence invisible. Une femme raconta même avoir aperçu un cercle de pierres noircies au cœur de la clairière, entouré de symboles gravés dans l'écorce des arbres. Lorsqu'elle y revint quelques jours plus tard, tout avait disparu, comme si la nature elle-même avait effacé toute trace. Mais ce furent les récits de rituels occultes qui attirèrent l'attention des médias locaux. En 1984, un groupe de joggeurs découvrit, un matin, des restes d'un feu de camp entouré de figurines en cire partiellement fondues, plantées de clous rouillés. Des animaux retrouvés morts, disposés en cercle, provoquèrent une brève enquête. La police conclut à des actes de cruauté isolés, mais les habitants des environs commencèrent à parler de réunions secrètes ayant lieu les nuits de pleine lune. Des adolescents en quête de sensations racontèrent avoir vu des femmes vêtues de longues robes noires monter la colline à pied, souvent seules, parfois en groupe. L'un d'eux, qui avait décidé de les suivre discrètement, affirma avoir assisté, à distance, à une sorte de procession silencieuse menée par une femme tenant une lanterne rouge. Aucun son, aucun mot, seulement une tension dans l'air qui, selon lui glaça le sang. Une équipe d'ufologues lyonnais, attirée par les récits, installa du matériel d'écoute et de détection électromagnétique sur le site. Pendant plusieurs nuits, ils enregistrèrent des perturbations anormales, des variations de chant, des sons de basse fréquence que personne ne parvint à expliquer, et même une lumière blanche sphérique flottant brièvement à quelques mètres au-dessus du sol. Le phénomène ne se reproduisit jamais. Plusieurs chercheurs en tradition populaire confirmèrent que cette colline figurait dans des récits anciens liés à la sorcellerie lyonnaise. Des femmes y auraient été accusées de pactes démoniaques durant le Moyen Âge, et un ancien cimetière païen aurait existé à son sommet avant d'être détruit lors de l'expansion de la ville. À partir des années 1990, l'urbanisation progressive fit disparaître une partie de la forêt. Un lotissement fut construit à proximité. Les phénomènes rapportés se raréfièrent, mais certains résidents se plaignent encore aujourd'hui de cauchemars récurrents, de bruits nocturnes inexplicables et de sensations d'oppression localisées. Ceux qui habitent près de la colline évitent d'en parler publiquement. Mais à Lyon, dans les cercles discrets d'amateurs d'ésotérisme et de mystère, on continue de dire que certains soirs, si vous vous tenez au sommet en silence, vous entendrez un murmure porté par le vent. Et peut-être, derrière vous, un pas qui ne vous appartient pas. En 1982, dans la ville de Saint-Quentin, dans l'Aisne, une famille tout à fait ordinaire fut confrontée à une série de phénomènes si déroutants qu'ils finirent par alerter les autorités, les médias et même des spécialistes du paranormal. L'histoire débuta de façon anodine. La famille Lemoine, composée d'un couple et de leurs 2 enfants, venait d'emménager dans une maison de 2 étages située dans un quartier résidentiel calme, non loin du centre-ville. Les premières semaines furent paisibles. La maison, un pavillon des années 60, semblait en bon état. Mais très vite, des incidents étranges commencèrent à troubler leur quotidien. Tout débuta par des bruits nocturnes. Des pas lourds résonnaient à l'étage alors que toute la famille dormait au rez-de-chaussée. Parfois, c'était comme si quelqu'un montait lentement les marches en craquant les lattes du plancher, puis s'arrêtait juste au seuil des chambres sans jamais entrer. Au début, les parents pensèrent à une simple déformation de la charpente ou au bruit de canalisation. Mais les manifestations devinrent plus intenses. Des objets commencèrent à changer de place sans explication. Le matin, ils retrouvaient des chaises renversées, des verres brisés dans l'évier, ou des cadres tombés au sol alors qu'aucune vibration ou courant d'air ne pouvait les justifier. Une nuit, le père se réveilla en sursaut. Il avait l'impression que quelqu'un se tenait au pied de son lit. Dans la pénombre, il distinguait une silhouette, immobile, presque transparente. Lorsqu'il alluma la lumière, il n'y avait rien. Mais le chien de la maison, d'ordinaire très calme,
grognaient en direction du mur comme s'ils suivaient un mouvement invisible. Les enfants commencèrent à se plaindre de cauchemars récurrents. Leur fille de 8 ans disait qu'une femme lui parlait la nuit, une femme en robe ancienne, qui lui demandait de quitter les lieux. Le garçon, plus jeune, se réveillait en pleurs, affirmant qu'on tirait sur sa couverture ou qu'un souffle froid lui effleurait le visage. Pris de panique, les Lemoine appelèrent d'abord un électricien puis un plombier, pensant que les phénomènes pouvaient s'expliquer par des problèmes matériels. Mais rien d'anormal ne fut détecté. À bout de nerfs, ils alertèrent la gendarmerie, qui se rendit sur place et rédigea un rapport après avoir constaté certains phénomènes de déplacement d'objets en leur présence. L'affaire ne pouvait être classée comme simple plainte. Le bruit se répandit vite dans la ville. Un journaliste local obtint l'accord de la famille pour publier un article. Ce fut alors qu'un groupe de parapsychologues s'intéressa à la maison. Leur enquête révéla que le terrain sur lequel avait été construite la maison abritait autrefois un hospice pour femmes âgées, dont certaines étaient décédées sur place dans des conditions difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale. Les enquêteurs installèrent des enregistreurs et captèrent des sons mystérieux durant la nuit, des gémissements, des murmures, parfois des bribes de phrases difficilement audibles. Une médium venue sur place affirma ressentir une forte présence féminine dans la chambre des enfants, comme une entité bloquée entre deux mondes, incapable de trouver le repos. Épuisée, la famille finit par déménager au bout de 6 mois. Ils laissèrent la maison vide pendant 1 an, puis la vendirent à bas prix. Le nouveau propriétaire, un homme seul, n'y resta que 2 mois. Il raconta à ses proches avoir ressenti un poids permanent dans l'air, comme si la maison elle-même voulait le faire partir. Aujourd'hui, la maison existe toujours. Elle a changé plusieurs fois de propriétaire. Ceux qui y vivent désormais refusent généralement d'en parler. Mais dans le quartier, certains anciens habitants se souviennent encore de ces mois sombres où les murs semblaient murmurer et où les escaliers résonnaient sous les pas de l'invisible. Le 8 janvier 1981, dans la petite commune de Trans-en-Provence, dans le Var, une journée ordinaire se transforma en mystère encore non résolu à ce jour. Il était environ 17 h lorsqu'un homme du nom de Renato Nicolé, âgé de 55 ans, entendit un bruit étrange en provenance de sa propriété, située en bordure de la route nationale, sur une colline surplombant le village. Renato, un ancien ouvrier à la retraite, était seul chez lui ce jour-là. Il bricolait dans son jardin quand le son sec et métallique l'interpella. Il s'agissait d'un bourdonnement sourd, ni celui d'un moteur de voiture, ni celui d'un avion. Intrigué, il se dirigea vers le bord du talus qui dominait une petite terrasse en contrebas, là où il entreposait parfois du matériel. C'est alors qu'il vit un objet étrange posé au sol. De forme ovale, d'environ 2,5 mètres de diamètre et 1,5 mètre de haut, l'engin avait une teinte gris métallique, légèrement mate. Il ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Aucun hublot, aucune hélice, aucun détail reconnaissable. L'objet ne resta que quelques secondes. Il s'éleva dans les airs sans produire de flammes ni d'étincelles, avec le même bourdonnement discret. En quelques instants, il disparut au-dessus des arbres. Renato, bouleversé mais calme, descendit immédiatement pour inspecter la zone où l'objet avait atterri. Il y trouva 2 marques semi-circulaires nettes dans le sol, espacées symétriquement. L'herbe et les petites plantes avaient été comme calcinées ou décomposées. À certains endroits, le sol semblait compressé. Il appela sa femme pour lui montrer ce qu'il venait de voir. Le lendemain, ils décidèrent de signaler l'événement aux autorités locales. L'affaire prit une tournure sérieuse lorsqu'elle remonta jusqu'au GEPAN, organisme officiel dépendant du CNES, Centre national d'études spatiales, chargé d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une équipe fut rapidement dépêchée sur place. Les enquêteurs recueillirent le témoignage de Renato, qu'ils trouvèrent cohérent, posé et sans signe de supercherie. L'homme ne cherchait pas l'attention. Il refusait les interviews et parlait peu aux journalistes. Des prélèvements de sol furent effectués. Les analyses chimiques et biologiques révélèrent des altérations très spécifiques. Le sol avait subi une compression anormale évaluée à plus de 4 tonnes par pied d'appui et une déshydratation de la matière organique.
Les plantes à proximité montraient une inhibition de croissance liée à une exposition thermique rapide et localisée. Ces résultats éliminaient la possibilité d'un simple engin terrestre comme une voiture ou un engin agricole. Les experts ne purent identifier la nature de l'engin observé, ni l'origine des marques. Aucune trace de combustion classique, aucun carburant connu, aucun débris. Rien ne correspondait à la technologie humaine habituelle. L'affaire de Trans-en-Provence devint alors un cas de référence dans les milieux ufologiques internationaux. Elle est à ce jour l'un des très rares incidents où un phénomène supposé extraterrestre a laissé des traces physiques étudiées scientifiquement et validées comme authentiques. Renato Nicolé continua sa vie simplement. Il ne revint que rarement sur cette histoire, mais il resta constant dans ses propos. Ce qu'il avait vu, il ne pouvait l'expliquer. Il affirma seulement qu'un objet volant avait atterri sur sa propriété, sans qu'il sache d'où il venait ni pourquoi il était là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.